Nous accueillons aujourd'hui pour notre petit-déj des engagés Alain Bergougnou, qui est historien et président de l'Office de recherche universitaire socialiste. Je suis en train d'admettre Le Monde en même temps et qui va intervenir sur tout simplement cette question, la renaissance d'une gauche de gouvernement est-elle possible? Voilà, vaste question extrêmement intéressante par les temps qui courent. Je propose à Laurent Geoffrin, tu m'entends? Oui. Voilà, de faire 2-3 mots sur les engagés, puis après on Oui, je crois qu'Alain connaît notre entreprise, modeste et méritoire. Ben bon, ça fait 2 ans qu'on travaille et qu'on a produit beaucoup de textes, de propositions, de programmes. On est dans cette campagne qui est, comme vous le savez, très difficile. Et on se projette pour la suite, on réfléchit à comment nous allons pouvoir poursuivre notre travail. Mais je crois qu'il faut laisser la parole à Alain, qui est le sage du socialisme français. On n'est pas si sage que ça. Bon, vous voulez que je commence? C'est ça, allez-y, Alain. Allons-y. Oui. Bon, donc, ce thème-là, lorsqu'il a été proposé au téléphone, bon, c'est une question que nous nous posons tous, et particulièrement dans ce club, dans votre club. Et d'ailleurs, récemment, François Hollande a parlé d'une gauche de responsabilité, donc qu'il faudrait prendre des initiatives. Et la presse montre que beaucoup de gens y réfléchissent. Simplement, les réponses ne sont pas évidentes du tout de ce point de vue. Et donc, ce matin, je n'ai pas du tout la prétention de donner une réponse, mais de présenter quelques réflexions. Attendez, il y a un bruit de fond, là. Oui, c'est pas chez moi. Oui, oui. Est-ce que tout le monde peut mettre son... Excusez-moi, tout le monde peut mettre son micro en muet? C'est très gênant, oui. Le temps que Alain nous fasse son exposé. C'est que ça. C'est bon? C'est bon, on peut y aller? Je suis désolé, oui. Non, c'est pas... Donc, oui, donc je vais simplement présenter quelques réflexions pour essayer de faire avancer la discussion entre nous et puis de manière plus large dans les temps qui vont venir. Parce que c'est quand même, je pense que la campagne existe, tout le monde en connaît les difficultés et même qui nous plonge dans un certain état, même aujourd'hui, après quelques semaines de sidération, il faut bien le dire, lorsqu'on est en se battre pour savoir qui arrivera devant la salle, évidemment, c'est pour des gens comme nous, comme moi, qui quand même ont milité quelques décennies maintenant au Parti socialiste, c'est quand même quelque chose de très difficile à admettre. Mais il faut se poser cette question. La réunion alerte. 2 personnes ont rejoint la réunion alerte. C'était bon, c'est coupé, mais je n'entends plus rien. Bon, on peut y aller. Donc, oui. Donc, il faut quand même se poser cette question. La réunion alerte. Contrôle. Bon, vous avez un problème? C'est Claudine Delcart. Excusez-moi. Voilà. Je mets les gens muets un par un, là, parce que... Mais si chacun pouvait se mettre en muet, ce serait plus simple pour... C'est bon? C'est bon? Bon, on y va. Donc, il faut quand même, je crois, bon, il y a toujours un écho, mais bon, il faut quand même se poser ce problème parce que on voit le risque qui est... Bon, il y a un décalage, mais vous m'entendez correctement? Attention, je vais muer tous. Bon, donc, il faut voilà, c'est... Bien, si vous m'entendez, là, je continue malgré le... Oui, allez-y. Donc, il faut quand même se poser ce problème parce qu'on voit le risque du paysage politique tel qu'il va se présenter après les élections
présidentielle et législative, c'est-à-dire que, et j'y reviendrai là-dessus, contrairement à ce qui pourrait être souhaité et que encore, pour prendre cet exemple, François Hollande présentait dans son livre Affronter en disant qu'il faut reconstituer un clivage gauche-droite, ça risque de ne pas être cela. C'est-à-dire que on risque d'avoir une situation où il y ait un grand centre ouvert sur la droite et plus beaucoup sur la droite, mais aussi sur la gauche, et avec une bataille pour savoir qui incarnera la droite nationale. Les choses ne sont pas encore jouées, mais on voit bien que c'est ce qui est en train de se jouer à droite. Et puis malheureusement à gauche, eh bien ça sera une gauche dominée par une forme de radicalisme, un double radicalisme, celui de la France insoumise, parce que Mélenchon ne sera peut-être plus candidat, mais il n'est pas prêt de se retirer de la direction de ce mouvement. Et puis aussi dans les Verts, on voit bien qu'il y a une montée de Sandrine Rousseau et que de toute manière, on aura une gauche radicale, mais qui risque d'être dominante. Et à partir de ce moment, et donc à la fois forte dans un certain sens, mais marginalisée par rapport à l'exercice du pouvoir. Et donc la place d'une gauche de responsabilité, de gouvernement, comme on l'appellera, se pose, savoir que dans cette tripartition, on n'est pas dans un système gauche-droite de manière simple. Donc ça, c'est cette difficulté qu'il faut affronter, je pense. Alors, je crois je présenterai deux types de réflexions. La première qui concerne, parce que dans le fond, vous savez, quand l'expérience historique nous montre que lorsqu'il y a une crise grave, il faut répondre à trois questions. C'est toujours les trois mêmes. Quelle idéologie, quelle stratégie, quelle incarnation? Ça, bon, si on n'a pas répondu à ces trois questions, on a peu de chances de pouvoir avoir des succès et de pouvoir reconstruire quelque chose de solide. Donc, on voit que les trois questions sont difficiles. Donc, je voudrais simplement réfléchir sur les deux premiers points, la stratégie, l'idéologie, et puis pour l'incarnation, je la laisserai de côté, parce que comme chacun sait, il n'y a pas de réponse aujourd'hui à cette question. Donc, et puis ça ne se décrète pas, c'est des choses qui apparaissent au fil des événements. Donc, sur la stratégie, je voudrais venir sur ce premier point. Il y en a qui considèrent que 2017 est un accident. Non, ce n'est pas un accident, parce qu'on voit parfois cette comparaison qui est faite. Nous sommes en 1969, après tout, la gauche s'est rétablie rapidement après l'échec de Fernández. C'est une fausse analyse, parce que nous sommes plus du tout dans le même type de société. La gauche en tant que telle n'est pas hégémonique idéologiquement dans la société française. Les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Donc tout ça n'a pas grand sens de ce point de vue. Donc il faut considérer ce qui s'est passé en 2017 et donc la séquence donc 2017-2022, qui est autre chose qu'un accident électoral. Alors, il y a un point, je pense que vous y avez travaillé déjà, qui mérite d'être souligné, c'est-à-dire qu'il y a quand même une spécificité française et qu'il faut aborder telle quelle. Parce qu'il est faux de dire que, disons, les partis de type sociodémocrate, travailliste, etc., sont rayés de la carte européenne. Il y a au contraire une certaine forme aujourd'hui de stabilisation à un niveau relativement important, autour de 20%, plus de 20%, parfois beaucoup plus comme au Portugal. Et il n'y a que 3 pays où il y a véritablement eu une catastrophe électorale, la Grèce, la France et pour le Parti du Travail en Hollande. Mais en Hollande, l'affaire est plus compliquée parce qu'il y a un autre parti socialiste-démocrate qui existe aussi. Donc, en fait, les deux accidents, les deux catastrophes électorales, c'est la France et la Grèce. Alors, la Grèce, on comprend, on sait pourquoi. Et la France, il faut donc comprendre
parce que la situation des autres social-démocraties européennes s'est affaiblie, bien sûr, hein, et quand on voit les résultats électoraux, on voit que par rapport aux décennies 90, début des années 2000, il y a une décote d'à peu près 10-15%, mais c'est un niveau qui est quand même tourne autour des 20% pour la plupart des partis. Donc il y a quand même une spécificité française qu'il faut analyser en tant que telle. Alors pour la comprendre, il y a évidemment des effets conjoncturaux qui ont été aujourd'hui, que nous avons dans les têtes, et puis il y a plus que de la conjoncture. Les effets conjoncturaux, bon, on les voit bien, c'est la fin difficile du quinquennat précédent, avec l'année horribilis 2016, et on peut dire 2017, et plus qu'horribilis aussi de ce point de vue. C'est une faiblesse du leadership, c'est évident de ce point. C'est une faiblesse du leadership et c'est une double radicalisation qui a connu le Parti socialiste, avec d'un côté les frondeurs qui sont allés jusqu'au bout de la mise en cause et qui ont en partie ruiné la crédibilité gouvernementale, et même largement de ce point de vue, et puis la radicalisation menée par Manuel Valls qui se sont nourris l'un l'autre, et tout ça a provoqué une crise politique, parce que c'est l'échec de 2017, contrairement à ce qui est dit, c'est pas parce qu'il y aurait épousé le néolibéralisme. Quand on voit le niveau des prélèvements obligatoires, quand on voit la politique fiscale qui a été menée, un certain nombre de mesures sociales qui ont été prises, il y a un échec. Mais c'est surtout un échec fondamentalement politique. Et ça, je crois que c'est important, parce qu'il faut donc regarder du côté de l'offre politique. Et bon, on sait, je passe là-dessus pour pas être long. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une impossibilité de rétablir une crédibilité politique. Et puis, tout ceci nous a amené à cette primaire redoutable et à cette destruction. Mais il faut tout de suite faire une remarque, et je crois que c'est pour entrer dans la question stratégique. Quand on regarde les résultats des élections de 2017, et quand on voit la ventilation de l'électorat de François Hollande en 2012, les études montrent que de cet électorat de 2012, je cite simplement ce chiffre, 46% a voté pour Macron, 27% pour Mélenchon et 15% pour Benoît Hamon. Donc, quand on regarde ces chiffres, c'est-à-dire qu'une bonne partie de l'électorat de 2012, en fait, avait un penchant, je mets entre guillemets, mais pour être clair et simple, avait un penchant centriste. Donc c'est une réalité, et Macron a joué là-dessus face à la perte de crédibilité des socialistes. Or, à partir de là, et c'est un peu mon sentiment, qui peut, évidemment est discuté, sera discuté et discutable, c'est que le Parti socialiste tel qu'il était en 2017, très affaibli, je le reconnais, c'est pas du tout facile d'avoir une stratégie politique lorsqu'on est à 6%, que lorsqu'on est à 20%, voire 15%, donc là où on est quand même un acteur politique qui compte, à 6%, on est déjà en voie de marginalisation. Donc je ne jette pas du tout la pierre, parce que c'était pas facile, et ça l'aurait été pour personne de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il y a eu une double erreur politique après 2017, au-delà de la crise de crédibilité de la fin du quinquennat Hollande, c'est premièrement d'avoir rejeté tout le bilan du quinquennat, avec dans le fond, en prêtant la main à ce qui a toujours été la critique de la gauche, d'une partie de la gauche par rapport aux socialistes, c'est-à-dire la trahison, quoi. C'est le vieux thème de la trahison, mais qui marche assez souvent. Et donc là, c'était une erreur de ne pas avoir fait un inventaire équilibré, abordant les échecs politiques, les insuffisances, mais montrant ce qui avait été fait.
Or, à partir du moment où ceux qui ont gouverné disent qu'ils ont mal gouverné, bon, bah, c'est cuit, quoi. Donc, il y a plus de crédibilité ensuite, quoi. Au nom de quoi on demanderait aux citoyens, aux électeurs, de redonner confiance à des gens qui disent qu'ils ont été très mauvais. Donc à partir de ce moment-là, les choses étaient cuites. Et la deuxième erreur, qui est liée à la première, c'est d'avoir mené une opposition systématique par rapport au gouvernement. Il y avait de quoi faire dans la critique, mais mener une opposition systématique, c'était ne pas voir qu'une partie fondamentale et même la partie majoritaire de l'électorat de 2012, donc d'une gauche de gouvernement, et avait voté Macron. Et donc c'était se couper de cette partie de l'électorat qui va vraisemblablement, malgré le quinquennat, malgré les évolutions, malgré un programme qui est quand même, on l'a vu, assez marqué, plus que marqué à droite, qui va revoter Macron en 2022. Donc là, il y avait une double erreur politique, d'autant plus que la course par rapport à la gauche ne pouvait pas avoir de succès dans la mesure où toute la politique de Mélenchon était de casser le Parti socialiste et surtout de le repousser et de n'accepter aucune de ses propositions. Et puis, avec les écologistes, eh bien évidemment, était venu le temps de la concurrence, les écologistes estimant que c'était à leur tour, compte tenu de leur idéologie, de leur succès relatif. Et donc, à partir de ce moment-là, le Parti socialiste s'est retrouvé dans un vide stratégique majeur. Oui, donc quand on parle de stratégie, là, les choses se gâtent. Hein, donc, I thought, what? Blow job. What did we need to do? Très bien. C'est bon? Oui, du coup, on a perdu du monde. bah oui, forcément, ça fait peur. Bon, on est à nouveau 46, c'est pas très loin de ce qu'on était avant les perturbateurs. D'accord. Bon, donc je reprends. Donc Oui, je d'accord. reviens pas sur le raisonnement. Donc je le termine ce premier point avant de dire quelques mots sur le second pour pas être trop long. Donc finalement, dans cette situation, il y a eu un vide stratégique qui s'explique par tout ce que j'ai dit auparavant et qu'on a retrouvé évidemment dans la campagne d'Anne Hidalgo, qui a hésité sur son message principal, mais évidemment se trouvait en difficulté et personne ne s'est adressé véritablement à l'électorat majoritaire de 2012 qui avait voté Macron. Donc à partir de ce moment-là, il était assez logique de se retrouver à des résultats faibles. Là, ils sont trop faibles, mais les résultats ne pouvaient être que faibles. Et donc, ce vide stratégique est tout à fait majeur parce qu'aujourd'hui, pour reconstruire, alors dernière réflexion sur ce point stratégique, pour reconstruire une gauche un peu de responsabilité, de gouvernement, on voit bien qu'on, dans un délai raisonnable, même qui peut être un peu long, on ne refera pas le parti socialiste majoritaire qui structurait la gauche pendant quelques décennies depuis la fin des années 70. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, il faut penser une stratégie dans une perspective de coalition. Et c'est là qu'il faut faire ses choix. C'est-à-dire que le Parti socialiste peut-être, ou quelque chose qui le remplacera, une force de cette nature, quel que soit le terme, ça c'est un point de discussion, pas négligeable, mais c'est un point de discussion, mais la force qui pourrait exister ne peut jouer un rôle qu'en termes de coalition aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, si on dit ça, c'est quelle coalition ? Et il faut savoir quel est son électorat. Donc voilà, je pense que si on veut approfondir la question stratégique,
c'est comme ça que moi que je me la pose de ce point de vue. Et là, il y a des choix manifestement à faire et on ne pourra pas rester dans l'indistinction ou dans le vague parce que ça ne marchera pas, parce qu'il n'y aura pas, tout simplement, il n'y aura pas d'électorat de ce point de vue au niveau national. Alors au niveau local, les choses sont un peu différentes, mais il ne faut pas non plus se reposer uniquement là-dessus, parce que pour combien de temps de ce point de vue? Et il est clair que le dernier atout de reconstruction d'une gauche de gouvernement repose aujourd'hui sur son réseau d'élus. Et c'est à partir de là qu'il faudra reconstituer les choses, mais c'est pas une réalité intemporelle. C'est-à-dire que si les choses ne se reconstituent pas, là aussi le réseau est forcément s'affaiblira. Donc alors voilà, ça c'était mon premier point de réflexion. Alors le deuxième point de réflexion, c'est l'idéologie évidemment de ce point de vue. Et là il faut, je pense qu'il faut être assez clair de ce point de vue et il faut partir de l'idée que c'est à partir d'une pensée véritablement social-démocrate, qu'on peut qualifier différemment, mais c'est encore plus simple de dire comme ça, en ayant dans la tête ce que j'ai dit précédemment par rapport à la situation européenne, qu'il faut restructurer un message. Donc, il faut se dire la bonne démarche programmatique, c'est évidemment pas d'additionner les mesures les unes après les autres, c'est de se dire à partir de ce qu'est vraiment la pensée social-démocrate, et si on considère comme moi encore aujourd'hui que c'est une pensée, c'est une culture utile pour faire face aux défis importants de nos sociétés, du monde contemporain, et c'est quelque chose qui peut être efficace. Lionel Jospin, dans son gouvernement, dans les années qui remontent déjà un petit peu loin, lui pensait en termes d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut de nouveaux équilibres dans la société française, mais il faut penser de manière équilibrée. Donc il faut partir de là pour déduire un certain nombre de conséquences. Et alors, je ne veux pas ici faire le déroulé d'un programme, mais je voudrais prendre juste quelques exemples. C'est-à-dire, si on est d'accord, si on est par exemple d'accord, je prendrai 2-3 exemples pour pas plus, et puis on pourrait évidemment développer selon tous les grands thèmes. Mais si on est d'accord, si on part d'une pensée social-démocrate, on ne peut plus accepter la verticalité de nos institutions. Donc, il faut prendre fermement parti sur 3 points clés, par exemple, même fondamentalement, c'est-à-dire revenir sur le quinquennat et sur sur la concomitance des élections présidentielles et législatives, mais il faut le dire, et il faut militer pour. Il faut un nouveau système de décentralisation qui va le plus loin possible, qui donne toutes les compétences utiles et nécessaires aux échelons décentralisés. Donc, il faut là trancher un certain nombre de contradictions anciennes qui ont paralysé sur cette question-là le Parti socialiste pendant des années, départementaliste, régionaliste, etc. Là, il faut un nouveau système de décentralisation. D'autre part, il faut redonner un vrai rôle dans la démocratie sociale, évidemment aux partenaires sociaux, aux syndicats, parce qu'on voit bien que dans la politique de Macron, on n'est pas du tout un social-démocrate de ce point de vue, et son système et sa méthode de gouvernement est aux antipodes de ce point de vue-là. Donc là, par exemple, sur cette question-là, si on part d'une pensée social-démocrate, on a 3 ensembles de mesures qui sont assez fortes. Si je prendrais qu'un autre exemple de ce point de vue, c'est sur évidemment la pensée économique. Là, il faut être d'une clarté totale, parce qu'une des difficultés qui a été connue pendant ce quinquennat, mais aussi dans d'autres expériences du pouvoir, c'est ce que j'avais appelé avec mon ami Gérard Grimbert il y a assez longtemps maintenant, une trentaine d'années, hélas, le long remords du pouvoir. C'est-à-dire que la gauche de gouvernement française, malgré tout, n'a jamais pu articuler conquête et exercice du pouvoir, pour reprendre la fameuse distinction de Léon Blum. Et donc, il y a toujours une dualité.
et il y a toujours la difficulté d'expliquer ce que l'on fait. Du temps du quinquennat, du septennat de François Mitterrand, c'était la parenthèse, mais la parenthèse n'a jamais été refermée, comme chacun sait, mais on n'a pas expliqué du tout ce qu'était cette parenthèse. Lionel Jospin, c'est celui qui allait le plus loin, donc avec sa formule oui à l'économie de marché, non à la société de marché, mais bon, il n'est pas allé jusqu'au bout, puis il n'a pas eu le temps éventuellement d'aller jusqu'au bout. Et puis même Hollande, de ce point de vue-là, a avancé de manière masquée, sans véritable clarté, sans véritable explication. Or là, il y a une erreur majeure qui souvent est faite. On entend dire, on lit souvent, mais tout ça n'a pas beaucoup de sens parce que le Parti socialiste avait fait son bas de Godesberg dans la pratique, avait fait son bas de Godesberg rampant. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que quand on pense que c'est simplement la pratique qui va dominer, si j'ose dire, la théorie et l'idéologie, c'est une forte erreur. Parce qu'on n'explique pas à l'électorat ce que l'on fait, et donc l'électorat, de manière assez compréhensible, peut-être est sensible à l'idée, ils ne respectent pas leurs paroles, c'est la trahison, etc., etc. Donc non, si on veut faire une véritable clarté politique, il faut avoir une idéologie qui est explicite. Tant qu'on ne le fera pas, on vivra des difficultés d'exercice du pouvoir, et c'est ce qui s'est passé parce que là, le Parti socialiste autrefois n'a jamais remporté 2 élections législatives de suite. De ce point de vue, les exercices du pouvoir se sont toujours mal terminés dans ce fait. Alors certes, c'est difficile, mais là, on renforce la difficulté et on n'arrive pas à expliquer ce que l'on fait. Donc, on le fait en catimini ou on le fait brutalement, mais évidemment, ça ne marche pas. Donc, il faut, ce point de vue économique, si on est vraiment social-démocrate, de ce point de vue, il faut expliquer, oui, qu'on est en économie sociale de marché. Parce que j'entendais, vous avez peut-être lu, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon là, dimanche dernier dans son discours Place de la République, redire l'économie de marché, c'est le chaos. Bon, donc à partir de là, c'est une formidable régression politique et idéologique, parce qu'on se retrouve dans un débat qui était un peu celui des années 70 avec le Parti communiste et au sein du Parti socialiste. Bon, or ça fait quand même 40 ans, quoi. Ça va faire 30-40 ans, donc c'est pas possible. Donc il faut dire cela et en même temps, expliquer en quoi ce n'est pas du social-libéralisme, parce que c'est du capitalisme organisé de ce point de vue, avec le sens de l'intérêt général. Et si on veut être social-démocrate aussi, il faut, ça a été esquissé, mais il faut prendre position très fermement sur un capitalisme de codécision. C'est-à-dire qu'il faut se battre, il faut expliquer qu'il faut dans l'entreprise des mécanismes de cogestion, de codécision. Donc, il faut donner de la chair à cette pensée social-démocrate et il faut partir de là pour mettre en avant des mesures ou des idées clés. J'en ai pris un exemple là, donc sur les institutions, un autre exemple sur l'économie, et puis il faudrait évidemment parler je vais m'arrêter là parce que ça va être un peu trop long. Donc il faut évidemment voir tout ce qui concerne la transition climatique. On ne peut pas rester sur un vague écosocialisme. Il faut expliquer ce que ça veut dire, et puis dans la dimension justice sociale, donc une véritable réforme fiscale, mais au nom de quoi, de ce point de vue? Bien évidemment, toute la dimension européenne, et qui est aujourd'hui d'une actualité, si j'ose dire, brûlante, et de ce point de vue, et là, c'est très clair qu'à gauche, il faut se battre fortement pour une Europe plus solide, plus solidaire, etc. Et puis, il y a tout l'aspect extrêmement important, et on voit que les partis sociodémocrates et travaillistes qui ont tenu à peu près en Europe aujourd'hui et qui sont au gouvernement, soit seuls, soit souvent en coalition, ils font sur
ce qui est leur ressource propre, c'est-à-dire l'État social, c'est-à-dire avec des politiques sociales efficaces. Donc voilà, donc on peut très bien idéologiquement, c'est pas le plus difficile, à mon avis, c'est même le plus facile. Si on s'y attelle sérieusement, avoir un corpus idéologique clair, net et avec des mesures fortes. C'est pas de la camomille, c'est pas de l'eau tiède. On peut avoir des choses assez fortes. Donc voilà, donc je pense qu'il faut avoir un choix stratégique et ça c'est un débat assez difficile, mais qu'il faut prendre en considération. On peut avoir un corpus idéologique assez formé, et puis comme je le disais, je termine par là, après, bien entendu, parce que c'est comme ça en politique, et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, il faut trouver l'incarnation nécessaire, mais là, je me garderai bien de m'avancer sur ce terrain. D'ailleurs, je n'ai pas de réponse particulière aujourd'hui. Donc voilà les quelques réflexions que je voulais vous présenter pour essayer de donner un peu de chair au thème qui m'a été donné. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Vous pouvez lever la main avec le Zoom. On commence par qui? Marc Wolf? Allez, Marc, tu peux poser ta question? Par exemple, Alain, comme beaucoup de nos amis, est convaincu que c'est par l'abandon de la logique présidentielle, donc d'un scrutin majoritaire qui, pour 5 ans, règle tout, qu'on pourra reconstruire une perspective sociale démocrate. Et donc, qu'on le veuille ou non, par un retour à un régime des partis où les gens choisissent leurs préférences et délèguent ensuite à la classe politique le choix de gouverner la France indépendamment du vote. Je crois que cette vision est complètement dépassée et inacceptable dans le paysage français. Je n'ai pas vu chez Alain, mais peut-être qu'il va trouver les propos convaincants, la démonstration de la nécessité de ce biais politique. Je crois que ce qu'il a dit, notamment sur le terrain économique, comme redéfinition ou confirmation de la définition social-démocrate, est tout à fait compatible, au contraire, avec le maintien d'une adhésion à une logique majoritaire présidentielle, dès lors qu'elle s'enrichirait, et il y a eu des propositions dans la dernière période qui peuvent être discutées, de l'intervention citoyenne directe, tant au plan local qu'au plan national. Oui, donc à Marc Wolf, bon, ça me rappelle quelques décennies passées, un débat des années 70, mais je suis en désaccord avec lui sur les 2 points, parce qu'il y a un point de fait maintenant. Bon, on peut tirer un trait sur la capacité de victoire d'une force, disons, de gauche de responsabilité, pour rester vague. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, avant très longtemps, donc à vue politique un peu humaine, on ne rétablira pas un parti dominant majoritaire. François Mitterrand avait fait accepter à la gauche les institutions de la Ve République parce qu'il y avait cette perspective de victoire avec un parti majoritaire. C'est toute la question, c'est tout le débat des années 60, des années 70. Et après 1981, comme il avait dit, les institutions n'étaient pas faites pour moi, mais elles me conviennent bien. Donc, et on l'a vu d'ailleurs de ce point de vue. Aujourd'hui, donc, vouloir rester dans le schéma présidentialiste actuel, hyper présidentialiste, et je trouve que là, c'est une erreur qu'il ne reconnaît pas, évidemment, parce que c'est pas son style, de Lionel Jospin d'avoir enfourché la question du quinquennat et de la réunion de l'élection présidentielle et électorale législative. C'est se condamner
à être dans un état de marginalité relative. Parce qu'aujourd'hui, un avenir d'une gauche de gouvernement ne peut qu'être, je dis, dans les années qui viennent. Dans 30 ans, je n'en sais rien et je ne serai pas là pour le voir. Mais c'est dans des perspectives de coalition. Or, des perspectives de coalition, alors on peut considérer que l'intérêt général du pays fait qu'il faut rester dans le présidentialisme. Ça, c'est la position de Marc Wolf est tout à fait estimable et je la comprends. Mais en même temps, il faut voir qu'elle condamne une gauche de gouvernement à ne pas gouverner de ce point de vue-là et être dominée par une gauche radicale très longtemps dans ce système. Donc voilà, donc il y a un point de fait, il y a un point de stratégie. Et ensuite, bon, bah, on a quand même l'expérience de ce présidentialisme, parce que on arrive toujours, tous les présidents, quel que soit leur caractère, Mitterrand, bon, Jospin Premier ministre, François Hollande ensuite, en disant on va faire, ils essayent de faire un peu de démocratie sociale, etc., ainsi de suite, mais grosso modo, la logique de la présidentialisation l'emporte. Et même pour quelqu'un comme François Hollande, qui avait des idées, et on l'a vu dans les grandes conférences sociales, qui a voulu faire, contrairement à ce qui a été dit, qui a voulu faire de la social-démocratie avec ces grandes conférences sociales, bon, ça n'a pas tenu. Et à la fin du quinquennat, bon, il s'est retrouvé, dans le fond, à la fois contraint et aussi par sa volonté, isolé lui-même dans l'Élysée et sans véritablement capacité d'action autre que les instruments et les ressources de la présidentielle. Et donc, si on n'accepte pas aujourd'hui de changer ce modèle, si on n'accepte pas l'idée qu'il faut une proportionnelle, une forme de proportionnelle, eh bien, je pense qu'on condamnera pour très longtemps une force de gauche de gouvernement à la marginalité politique. Donc voilà, c'est mon sentiment, et à la fois un phénomène de conjoncture politique qui s'impose à nous depuis un peu 2017, et puis une réflexion quand même sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe dans ces institutions de la Ve République. Alors, si on estime qu'elles sont excellentes, etc., bon, mais il faut en même temps faire une croix sur l'idée qu'une force d'une gauche de responsabilité puisse les emporter pour de longues années. Merci. J'ai vu qu'Adrienne avait levé le doigt. Adrienne ? Non, je l'ai baissé, pardon. Je laisse la priorité aux autres. Alors, Mathieu Borderon, parce que vous êtes nombreux à avoir levé la main tout à l'heure. Il y a un point qui n'est pas clair dans ce que dit Alain. Ça veut dire que tu penses qu'il faut quitter l'élection du président au suffrage universel? Non, mais il faut de la proportionnelle. Il faut établir les éléments de la possibilité d'une coalition. Alors, je pose des problèmes tels qu'ils sont. Ils ne sont pas du tout faciles. Ils ne sont même pas agréables à formuler, parce qu'on s'en serait passé, évidemment. Mais c'est comme ça. Donc, si on ne pose pas les conditions de la faisabilité d'une coalition, eh ben, ça ne marchera pas, parce qu'il n'y aura pas de gouvernement commun avec ce que représente la France insoumise ou l'écologie à la Rousseau. Donc, ça ne marchera pas. Donc, à ce moment-là, on se retrouvera marginalisé à gauche, sous la dépendance d'une gauche radicale. Donc, il faut poser les questions d'une coalition. Donc, il faut coalition avec des gens plus à droite, alors. Il faut une forme de proportionnelle et il faut poser, c'est ce que je disais au début, je le pose très clairement, il faut poser la question du centre. Tant qu'on fait l'impasse sur les 45% d'électorat de François Hollande de 2012 qui a voté Macron et qui va revoter Macron peut-être en nombre plus important aujourd'hui, malgré le quinquennat, malgré le programme de Macron, ça veut dire qu'il y a un centre là, un centre gauche, qui faisait l'essentiel de l'électorat qui du Parti socialiste de 2012, qui tournait autour de 24-25%. Donc, si on fait l'impasse sur cet électorat, il ne faut pas s'étonner de se retrouver au mieux à 6-8%, au mieux. Okay. Ça veut dire coalition avec Macron. Mettre les pieds dans le plat. Si on met les pieds pour remettre les pieds dans l'immédiat, je ne sais pas, mais c'est un choix à faire
mais je trouve que de ce point de vue-là, ça me paraît difficile, mais il faut se mettre dans cette perspective de coalition, même si on ne la fait pas. Pour ça, il faut des politiques habiles, ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait le cas, pour que cet électorat de centre-gauche puisse considérer qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une idéologie intéressante, qu'il y a une démarche intéressante, qui n'est pas une démarche de suivisme de la gauche radicale. Si on ne fait pas ça, on ne récupérera jamais cet électorat. Or, le temps presse quand même, parce qu'on sait très bien que l'électeur, ensuite, il prend de nouvelles habitudes et ainsi de suite. Et d'ailleurs, là, il faudrait rentrer dans des études sociologiques un peu plus précises, parce que sur la nature sociale de cet électorat qui a quitté la gauche en 2017 et qui s'apprête à le refaire en 2022. Bon, évidemment, c'est un électorat plutôt urbain, plutôt éduqué, etc. Donc, c'est un électorat qui peut très bien, après, prendre de nouvelles habitudes de ce point de vue. Et il est urgent, donc, de montrer une politique, une idéologie, une stratégie différente, parce que sinon, on restera, il y aura plus d'électorat suffisant pour une gauche de gouvernement. Voilà, c'est ça la question. Et on parlera, on se battra les flancs, on fera des colloques, ça c'est toujours intéressant de ce point de vue, mais on publiera des articles, on fera des livres, mais ça ne débouchera pas sur grand-chose, quoi. Voilà, on est dans une nouvelle situation stratégique, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous sommes tombés dans un vide stratégique entre 2017 et 2022, et que il faut au moins en prendre conscience. Et après, on voit, et je ne pense pas, que je le répète, que c'est dans son livre intéressant par ailleurs, notamment sur le programme de François Hollande sur Affronter, son dernier livre, il dit ça serait ce qu'il y aurait de mieux, c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, reconstituer le clivage gauche-droite. Simplement, malheureusement, aujourd'hui, le clivage gauche-droite existe, mais il n'est plus le clivage dominant, il ne recouvre pas l'ensemble des clivages, et on se dirige plutôt, comme je le disais, vers une tripartition compliquée à l'issue des élections présidentielles et législatives, et non pas un clivage gauche-droite. Ok. Autre question. Alors, Mathieu, tu avais une question, si elle peut être rapide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Ouais, mais je ne suis pas certain de partager l'avis d'Alain sur ce sujet-là. Enfin, je n'arrive pas à imaginer des électeurs perdus qui ont trouvé chaussures à leurs pieds chez Emmanuel Macron revenir sur une organisation qu'ils ont quittée, en fait. C'est pour ça à mon avis, la construction de la social-démocratie moderne avec l'écologie et aussi peut-être une part de rêve qui, à mon avis, manque dans la structure de nos discussions, serait plus habile en acceptant alors que cela prenne du temps. Voilà. Je suis d'accord. Si on accepte 10-20 ans, moi, ça effectivement, personne ne sait quelle sera la situation dans 10 ans, même pas dans 5 ans, et on l'a vu avec les crises d'aujourd'hui, et qui peut savoir comment les choses vont vraiment se dénouer en Europe aujourd'hui, bien malin qui peut le savoir. Donc, si on se place dans une perspective décennale, et plus que décennale, effectivement, on peut très bien essayer de se placer dans cette perspective, mais de toute manière, il faut changer, c'est-à-dire ça ne peut pas être le même parti, ça ne peut pas être la même formation, ça ne peut pas être la même soupe idéologique qui ne convainc pas véritablement, parce que il faut quand même creuser un peu les choses. J'ai essayé de le montrer tout à l'heure en mettant en évidence quelques mesures un peu clés, quelques idées un peu clés. Et donc, il y a un gros travail de transformation à faire, parce que l'électorat ne se regroupera pas, ne verra pas une solution s'il n'y a pas une véritable mutation que nous devons opérer. Parce qu'encore une fois, 2017 n'est pas un accident.
il suffit pas d'attendre que les choses se refassent par elles-mêmes, etc. Donc, je suis désolé de dire ça, ça me peine parce que j'aurais préféré continuer dans la tradition et etc. qui était la nôtre. C'est beaucoup plus simple de ce point de vue, mais je pense que bon, c'est pas possible parce qu'il y a eu une vraie rupture de ce point de vue. Ah oui, elle t'a pas envoyé dans pour la société. à la CAF. Excusez-nous à nouveau, coupez vos micros, s'il vous plaît, tout le monde. Ah bon? Ça va, ça va. Il y a beaucoup d'autres questions? Oui, c'est ça. Jacques Roger, tu peux poser ta question? Oui, bonjour à tous et bonjour à Alain Bragogniou. Je suis globalement assez d'accord avec toutes les analyses qu'il a faites et les solutions qu'il propose, avec une réserve sur la proportionnelle qui ne me paraît pas être une nécessité. On peut trouver autrement à réhabiliter le rôle du Parlement. Mais je voudrais parler de ce dont il n'a pas traité, c'est-à-dire le progressisme. La tradition de la gauche française, et en particulier ces 20 dernières années sous François Mitterrand, a été tout de même de se positionner en progressiste sur le plan technologique notamment, mais aussi, bien sûr, sur le plan sociétal. Et je pense qu'aujourd'hui, des analyses telles que celle d'Alain ce matin relèvent plus du monde d'hier que du monde d'aujourd'hui. Et je voudrais qu'on soit porteurs, nous, socialistes, sociodémocrates, clairement du monde d'aujourd'hui. Oui, là-dessus, on est... Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, on est tout à fait d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est un point que j'avais prévu d'en parler, mais bon, faute de temps, je l'ai pas fait. C'est évident que si on prend un peu l'exemple de la transition climatique, qui est un point essentiel, bien, il faut que des sociodémocrates prennent nettement parti pour la science et la technologie. Avec ce que ça représente comme perspective, et en même temps, donc, ça veut dire qu'il faut donner des priorités évidemment à la recherche, à l'innovation technologique, etc. Donc là, il faut porter mais évidemment, la notion de progressisme aujourd'hui est tellement confuse qu'il faut la préciser, quoi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on entend comme type de progrès humain, mais il faut absolument pas faire l'impasse ou ne pas parler des sciences, de la technologie, de l'innovation. C'est fondamental. Alors, je sais pas si c'est une part de rêve, c'est pas sûr, parce que les choses sont compliquées, mais ça fait partie là, j'aurais pu développer beaucoup plus, ça fait partie de ce qui me paraît être un grand programme social-démocrate. Et la part de rêve, c'est quand même justement de pouvoir vivre dans des sociétés libres, équilibrées et solidaires. Hein. Donc, voilà, c'est quand même aujourd'hui, quand on voit les malheurs du monde, et qu'on voit les malheurs de l'Europe, bon, il faut quand même, si j'ose dire, faire du rêve des utopies concrètes, pour reprendre une autre expression, quoi. Donc, et ça voilà. Donc, et par progressisme, c'est encore une fois pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est pas ce que représente Macron et le macronisme. Parce que là, j'avais écrit dans un livre là, il y a quelques années déjà, qui faisait un peu l'inventaire là du rocardisme, bon, qui m'était assez cher et pour des tas de raisons. Macron n'est pas un social-démocrate de ce point de vue-là. Il part de l'individu et on le voit très bien dans son programme. Il part pas de l'intérêt collectif. Il ne développe pas les formes de démocratie sociale. Sa méthode de gouvernement n'est pas du tout celle-là. Donc là, il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors bien sûr, il défend des libertés, etc., ainsi de suite. Donc c'est pas non plus, comme diraient des gens de gauche, c'est pas non plus, ou de droite, c'est pas non plus un dictateur, mais c'est pas un progressiste tel que nous l'entendons de ce point de vue-là, et c'est certainement pas un social-démocrate de ce point de vue. Et moi, je persiste à penser qu'il y a une place pour la politique social-démocrate dans nos sociétés, que ces ressources sont importantes, qu'elles peuvent répondre aux défis, mais il faut trouver l'espace politique pour le faire.
Et tant qu'on se pose pas cette question, sinon on reste comme Mathieu, on dit on verra dans 20 ans, quoi. Et merci. J'ai une question de Denis McShane. Vous pouvez mettre votre micro et poser votre question. Salut Denis. Bonjour tout le monde, merci Alain, comme toujours, une exposition brillante. Je vous appelle de l'Angleterre, hors de l'Europe. Voilà, je pleure, mais quand même, je dois dire que c'est un moment de réflexion. Est-ce que nous avons trop basé nos demandes ces dernières 20 ans, analyse sur l'idée que l'Europe a le bâton magique, c'est le Harry Potter qui va nous sauver de la responsabilité de prendre les vraies décisions chez nous. Et il y a un problème aussi, à mon avis, que Bruxelles a de l'argent pour payer pour les conférences, le FEPS, les dépenses des députés, des congrès, des conférences, des femmes, des jeunes, etc. Et c'est totalement détaché de l'organisation politique sur le terrain dans tous les pays. Et c'est pourquoi il faut examiner le recul de vote sociodémocrate partout en Europe. Scholz est chancelier avec 25% des voix. Sanchez, 28% des voix. Ce n'est pas suffisant en France pour gagner l'Élysée. Alain a mentionné la Grèce. Syriza est une dérive populiste qui est plutôt mélenchoniste ou corbynisme chez nous, qui a eu ses petites 5 ans, les premiers 18 mois désastreuses, pauvreté en Grèce augmentée parce que Yanis Varoufakis a décidé de lancer une guerre ouverte contre le reste de l'Europe et voilà, l'Europe n'était pas très solidaire. Donc, c'est curieux, c'est pas à traduire, c'est un bouquin que je viens de sortir qui s'appelle Doit Labour toujours perdre, Must Labour always lose. Pourquoi depuis 1966, Labour a gagné des élections pendant que 4 ans sur le dernier 60. Oui, on a eu le 10 ans de Blair avec ses désastres, aussi les choses qui sont très bien faites, mais globalement, le Labour était nulle part dans le paysage politique britannique et Royaume-Uni, pensons à l'Écosse aussi. Donc, je fais un plaidoyer toujours pour avoir des références européennes. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large que le débat très hexagonal, si j'ose dire. J'ai beaucoup profité de vos discussions. Bonne chance, mais je crois un retour à la localité, aux régions, et même, si j'ose dire le mot, la nation, parce que l'Union européenne ne va pas remplacer ce désir d'être dans une nation bien gouvernée. Oui, sur ce point, là, c'est aussi un des aspects là qu'on aurait pu parler. Donc, il est clair aujourd'hui dans la situation que je pense qu'une force social-démocrate ne peut qu'être malgré tout européenne. Donc, et là-dessus, c'est mon point d'accord avec François Mitterrand, et je reste mitterrandiste de ce point de vue, c'est-à-dire que la France est notre patrie et l'Europe est notre avenir. Ça me paraissait une formule pleine de sens. Donc, il y a 2 idées fausses qu'il faut rejeter. C'est l'idée, évidemment, de l'Europe des nations et que nous amène, qu'on voit qu'un certain nombre de candidats portent en théorie et en pratique 2 points. Et puis, évidemment, d'une Europe fédérale aujourd'hui. Donc, on est dans cette situation, comme aurait dit Jacques Delors, comme dirait Jacques Delors, d'un objet toujours non identifié, mais un objet quand même qui a pris de la solidité, à la fois dans les crises, il y a quand même une forme de résilience européenne, et aujourd'hui, bon, quelle serait comme le souhaite Mélenchon, c'est pour ça que les désaccords sont quand même assez fondamentaux, qu'est-ce que serait qu'une France non alignée avec des alliances improbables de ce point de vue, qu'est-ce qu'elle peserait? Pas grand-chose de ce point de vue. Et la crise du Covid a montré qu'on pouvait aller vers quand même des endettements communs, plus de solidarité économique, plus de solidité de ce point de vue. Et la guerre en Ukraine montre qu'il y a une capacité
quelles que soient les difficultés, quand même de plus d'interdépendance, de liens pour toutes les questions qui concernent la défense. Donc l'Europe aujourd'hui reste fondamentale. Ça n'implique pas du tout qu'on renonce à ce qu'est la France, à ce qu'est sa culture, etc., etc. Mais on a besoin de plus de solidité. Et je ne vois pas du tout un projet de nature social-démocrate qui ne serait pas européen aujourd'hui. Il y a d'autres questions. Brassens, alors j'ai pas le prénom, pardon. Bertrand. Bertrand Brassens. Ah ben il remarque qu'il a rebaissé le doigt. Bah, Patrick Vieux, à toi. On reprendra. Oui, merci. Bonjour à Alain. Moi, je voulais revenir sur la question qui m'a un peu troublé, à vrai dire, moi aussi, de la coalition. Tu as évoqué l'élection de 2017 en insistant sur le fait que ça n'était pas un accident. Tu as en déduit qu'il faut un travail de fond qui soit à la fois qui accouche en quelque sorte d'un nouveau projet de société et qui finalement redonne une vision, en tout cas l'idée à des électeurs qui nous ont quittés de revoter pour nous demain, et donc de bonnes raisons de le faire. Tu as également mentionné les 46% d'électeurs de 2012 qui sont partis chez Macron. Il se trouve que quand on prend ceux de LFI et ceux de Hamon, ça fait 42% qui, eux, sont partis de l'autre côté. Et donc, la question quand même que je me pose, c'est est-ce que cette idée de coalition ne risque pas de nous détourner de ce travail de fond que nous devons faire? Parce que nous coaliser, c'est bien, mais savoir le message que nous portons et la position que nous portons dans cette coalition me paraît quand même un élément absolument clé. Autrement dit, il faut savoir d'où nous parlons avant de chercher à nous allier à qui que ce soit. Et la deuxième question, mais qui est liée à celle-là, c'est que on voit que le macronisme cherche à générer lui-même, en fait, à travers notamment une aile gauche, une offre alternative qui se réclame aujourd'hui de la social-démocratie. Moi, j'entends de plus en plus autour de moi des gens qui disent « nous sommes désormais, nous, les héritiers de la social-démocratie ». Et donc, la question, et qui est liée au travail de fond, c'est comment on fait pour expliquer que ces gens-là ne sont pas des sociodémocrates. Et j'entends beaucoup, en fait, d'arguments sur le thème, mais regardez, ce gouvernement Macron a pris plein de mesures de gauche. Alors, a fortiori à la faveur de la crise sanitaire, mais regardez le retour de l'État, etc. Donc, finalement, ces gens-là nous disent, mais au fond, vous ne représentez rien. C'est nous qui sommes aujourd'hui les sociodémocrates. Un, nous gouvernons, et deux, en plus, nous gouvernons avec des mesures de gauche. Il y a là un danger, me semble-t-il, qu'il nous faut contrecarrer. Et moi, je crains beaucoup que la notion de coalition, finalement, soit l'argument ou le prétexte à ne plus réfléchir. Finalement, trouvons des alliances de circonstances avec des gens qui veulent bien gouverner avec nous ou à peu près sur notre ligne. Éventuellement, fondons-nous dans un macronisme de gauche et nous aurons réglé le problème à la fois de l'idéologie et du gouvernement. Enfin, les deux premiers que tu évoquais tout à l'heure, la stratégie et l'idéologie. Oui, bon, d'abord, première remarque, à part le cas portugais, tous les partis sociodémocrates, et puis évidemment le cas travailliste à cause du mode de scrutin, quand il reviendra au pouvoir, parce qu'il reviendra, gouvernent en coalition. Donc, voilà. Mais si vous pensez, s'il y a quelqu'un qui pense aujourd'hui qu'on pourra refaire le Parti socialiste des années 80 dominant et restructurant, je pense que là, on risque d'attendre assez longtemps de ce point de vue. C'est triste comme ça, mais c'est les événements historiques. Il y a eu des erreurs majeures qui ont été faites, comme je l'ai rappelé à la fin des années de 2016-2017, et c'est pas des erreurs sur lesquelles on revient facilement de ce point de vue. Donc aujourd'hui, il faut, s'il y a une perspective de gouvernement, il faut bien se placer dans la perspective qu'on est prêt à une coalition de ce point de vue-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait, mais il faut être prêt à. Et il faut donner cette image-là, et ça me paraît très important. C'est pas du tout contradictoire avec comme je l'ai dit, avec la refonte d'un vrai programme social-démocrate, à la fois audacieux, avec des mesures fortes, des batailles à mener,
Mais il faut pas dissocier, hein, ça m'a toujours amusé quand on trouve les gens qui disent le programme d'abord, les hommes ensuite, la stratégie après. Non, 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 non. On fait les choses ensemble. Et la question stratégique est majeure. Et pour ceux, hélas, qui ont de la mémoire ou qui ont connu un peu cette période, et le congrès d'Épinay, c'est avant tout un congrès stratégique. C'est pas du tout un congrès idéologique. De l'idéologie, en réalité, tout le monde était à peu près d'accord sur les nationalisations, sur la manière de voir les choses. Il n'y avait pas de différence entre Mollet et Mitterrand sur la question du programme, en réalité. Tout s'est joué sur la question stratégique. De ce point de vue-là. Donc, dire on va faire un beau programme d'abord, puis après on se posera la question stratégique, non. Il faut se poser les questions en même temps, c'est embêtant, ça c'est sûr que c'est pas facile, que c'est lourd comme on se connaît bien, c'est lourd de conflits, de difficultés, mais on peut pas rester dans le vide stratégique qui est le nôtre. Parce qu'encore une fois, je veux pas trop insister, parce que tout ça peut tourner au masochisme, hein, j'en suis bien conscient de ce point de vue-là, mais une partie seulement, une toute petite partie, parce que il y a bien d'autres raisons, mais une partie des difficultés de la campagne d'Anne Hidalgo, c'est qu'il n'y avait pas non plus de stratégie claire au départ, quoi. Donc de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on est passé d'un éco-socialisme à une gauche républicaine, social-démocrate. Donc tout ça on voyait bien qu'il y avait le soubassement, le fondement n'était pas là au départ. Et donc on ne pourra pas reconstruire sérieusement sans s'attaquer ces deux questions en parallèle, hein, la stratégie, le programme. Et encore une fois, le projet n'est pas le plus difficile. Si on le voulait, on peut bâtir quelque chose de solide pas en une semaine, mais au moins en un mois. Je pense que si on le voulait, on peut le faire sérieusement. Et après, il y a la question de l'incarnation. Moi, mon espoir, c'est que il faut qu'il y ait un saut, j'ai pas de nom, hein, mais il faut qu'il y ait un saut quand même de génération, et ça ne pourra venir que de ce qui reste l'atout un peu solide des socialistes, c'est-à-dire des réseaux d'élus, notamment dans les grandes villes, etc. Là, il faudra qu'à un certain moment, je ne sais pas si ça sera possible, je ne sais pas qui, mais qui est quelqu'un qui puisse prendre en main une image d'avenir pour cette force-là, quoi. Donc voilà. Mais ça, c'est la question où personne ne pense, je pense aujourd'hui, ne peut avoir de réponse sérieuse. Si, Paul Blanc, si tu veux poser ta question. Paul. Oui, bonjour. Il y a une chose qui me surprend, je dirais, depuis tout à l'heure, c'est que pour moi, dans un programme, je dirais, de gauche, un programme de gauche du gouvernement, il y a un mot qui n'a jamais été prononcé, c'est le mot culture. Et je pense que ce mot culture a été l'absence totale du programme gouvernemental. Du côté d'Anne Hidalgo, on n'en parle pas, et du côté de Mélenchon, on n'en parle pas beaucoup non plus. Et je pense que les personnes de gauche sont très attachées à la culture, sont très attachées à un enseignement qui ne soit pas un enseignement du passé. C'est pour ça que j'étais content tout à l'heure qu'on parle un petit peu de progrès, qu'on parle d'avenir, qu'on parle de recherche scientifique, parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Et l'autre point qui est important, il ne pourra jamais y avoir de rapprochement à l'intérieur de la gauche si on ne précise pas exactement quelle est la position sur l'Europe, quelle est la position sur l'écologie et quelle est la position, là où ça fâche beaucoup, c'est sur le nucléaire et l'indépendance énergétique. Si ces points-là ne sont pas réglés, on pourra toujours discuter, à mon avis, de tout. Il n'y aura plus de gauche. Moi, j'ai fait partie du Parti socialiste pendant 12 ans. J'ai connu beaucoup de personnes, je dirais, au Parti socialiste. Aujourd'hui, alors je fais effectivement partie des anciens cadres, puisque je suis à la retraite des anciens cadres de l'industrie. Il y a 80 à 85% de mes amis du Parti socialiste qui votent Macron actuellement. Donc, je veux dire, c'est même pas les 45% dont on parle. Et tout simplement, alors là, pour l'absence d'objectifs et de programmes clairs. Alors, je parle pas des détails parce que moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'actuellement, y compris avec Laurent Geoffrin, le programme qui était proposé, c'était un catalogue de revendications syndicales et non pas un projet d'avenir. Voilà ce que je voulais dire. Je suis plutôt d'accord avec toi de ce point de vue-là, mais comme je l'ai dit, j'ai pas voulu, dans le deuxième temps de mon propos initial,
développer tout un programme parce qu'il aurait fallu que je parle pendant plus d'une heure et ça aurait un peu lassé. Mais la dimension éducative et culturelle est tout à fait fondamentale, même s'il y a des choix à faire. Mais la démarche, la bonne démarche, pour bâtir un programme, et je suis d'accord avec ce que tu dis, un programme clair de ce point de vue et net, c'est partir de ce qu'est, encore une fois, la social-démocratie, le projet social-démocrate, et puis en déduire des mesures, des visions un peu fortes, point par point, quoi. Il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale, il faut qu'il y ait une logique. Et parce que sinon, on parle de trucs extrêmement vagues. Le mot social-démocrate n'a pas beaucoup de sens pour la plus grande majorité des Français. Donc, il faut une colonne vertébrale. C'est pour nous qu'il faut faire si j'ose dire, cet exercice un peu ascétique de voir, voilà ce que c'est que la social-démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire pour la transition climatique, pour l'éducation, pour la santé, ainsi de suite, pour la mixité sociale. Voilà, et puis il faut faire des choix. Je suis d'accord avec toi. Là, sur le nucléaire, d'ailleurs le choix a été un peu fait, mais toujours un peu contraint, mal expliqué, etc. Là, on voit bien la situation, et ce qui explique que les écologistes n'ont pas le succès qu'ils pensaient avoir de ce point de vue, au-delà de leur division interne. Qui sont pas minces, mais c'est le fait que la conjoncture actuelle rend obsolète un certain nombre d'idées que l'on pouvait avoir. Donc, on voit bien la difficulté. Donc là-dessus, je pense que encore une fois, c'est pas le programme le plus difficile. Si on s'y met sérieusement, c'est pas le programme le plus difficile. Ensuite, il y a des points qui ne seront pas compatibles avec une partie de la gauche. Mais ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas le plus difficile non plus, parce que en 1981, il faut quand même se rappeler, la gauche était parfaitement divisée. Donc, elle a gagné parfaitement divisée parce qu'il y avait un parti dominant et qu'il y avait une incarnation un peu forte de ce point de vue. Mais il n'y avait pas du tout d'unité de la gauche, quoi. La division de la gauche est son état naturel. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Il ne faut pas penser qu'au temps du Front populaire, les rapports étaient excellents entre SFIO, radicaux et Parti communiste. D'ailleurs, on l'a vu dans les années qui ont suivi. Donc la gauche est divisée. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de s'excuser. Il faut arrêter de courir après le programme des autres. Il faut faire son propre programme à partir de sa vraie logique. Et puis après, il y a des divisions, c'est comme ça. Mais il faut après jouer par rapport à l'électorat. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est dans une situation, c'est pas du tout pareil si on était à 20%, 15%, même dans la situation de 1993, au point de vue quotient électoral, que lorsqu'on est à 6, voire moins. Donc, quand on est dans ces eaux-là, il faut quand même réviser ses objectifs et plutôt se poser comme force de gouvernement capable, encore une fois, de gouverner en coalition. Parce que le macronisme, lui, n'est pas éternel non plus, quoi. Donc, on peut même penser, et ça, là, on s'avance un peu, c'est des spéculations un peu oiseuses, je le reconnais, mais on peut même penser qu'il va pas vraiment tenir le coup dans un second quinquennat éventuel, quoi. Et donc, après, il y aura une dissociation, parce que le macronisme est un rassemblement autour d'une personne, c'est un parti personnel, hein, il y en a d'autres. De ce point de vue, et qu'après les choses peuvent se dissocier. Donc ceux qui sont allés chez Macron, on peut évidemment regretter, on peut dire que c'est pas bien, qu'ils ont cédé, etc., que c'est opportuniste, mais c'est aussi avec des civils qu'on fait des militaires. Donc il faudra à un certain moment, il faudra pas rester dans sa pureté en disant non, on veut pas de vous, etc. Donc il faudra poser ces problèmes-là. Donc, sérieusement, c'est pas peut-être le moment opportun de les poser avant le mois de juin, mais certainement pas même, mais c'est des questions qu'on doit avoir dans la tête, c'est-à-dire avec quoi aujourd'hui on reconstitue une force de gouvernement. Voilà, à gauche. Il faut savoir avec qui et avec quoi. Je donne la parole à François Dubet. Oui, bonjour. Je voudrais poser à Alain une question qui, étrangement, n'apparaît pas, c'est à qui on parle? Oui, c'est une bonne question. À qui on s'adresse? Parce que moi, je me suis un peu intéressé
au problème de transformation des inégalités, du vote, etc. Et le monde des années 80 n'existe plus. Aujourd'hui, les ouvriers, les travailleurs, pour dire les choses simplement, ne votent pas ou votent à l'extrême droite. Le vote macroniste et le vote, ce qui reste du vote vert et socialiste, est un vote de gens qui se caractérisent presque essentiellement par leur haut niveau de qualification et de diplôme. Et donc, on est quand même devant un problème qui est un peu antérieur à celui du programme, c'est de savoir à qui on s'adresse. Et le sentiment que l'on peut avoir, c'est que toutes les propositions programmatiques que tu fais, que je trouve extrêmement sages, donne le sentiment de flotter au-dessus de la plupart de l'expérience des gens. Il y a peut-être aussi à payer le péché qui a consisté à considérer qu'un certain nombre de problèmes étant des sales problèmes, on n'en parlerait pas. Alors donc, on n'a pas parlé de la nation, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure anglais, c'est d'autres qui s'en occupent et d'une manière inacceptable. On n'a pas parlé de sécurité, c'est d'autres qui s'en occupent de manière inacceptable. Sur les problèmes qui nous intéressaient un peu d'égalité scolaire, etc., au fond, on s'est contenté de dire donnons plus de moyens pour faire la même chose qui ne marche pas, pour ne pas fâcher tout un électorat qui, au fond, bénéficie de ce système. Il y a quand même peut-être à se poser une question antérieure à celle des alliances et des coalitions politiques, c'est de savoir si une pensée social-démocrate en France a la capacité de qu'est-ce qu'elle dit et à qui. Et je trouve que la question de à qui est un peu… c'est pas étonnant que localement ça marche, parce qu'un élu local, il fait par définition des alliances, des compromis, il parle aux gens tels qu'ils sont, etc. Mais quand on a des programmes qui visent une trentaine de cibles discriminées ici, discriminées là, vivant ici, vivant là, etc., on finit par avoir un catalogue dans lequel personne ne se reconnaît, et donc on favorise les émotions populistes, le sentiment de mépris et tout ça. Quand même, il faut faire un peu pardonne-moi, un peu de sociologie, si je peux me permettre, en même temps qu'on fait de la politique. Oui, même beaucoup de sociologie. Je sais pas, c'est pas parce que tu dis ça que je suis réservé. Au contraire, parce que là, quand on regarde ce qui se passe en Europe aujourd'hui, on voit que les partis socialistes, sociodémocrates qui tiennent à peu près la route et qui sont autour de 20% de l'électorat, la plupart, hein, sauf 2, 3, 4 cas, ont gardé pas exactement ce que c'était évidemment il y a 20-30 ans, mais ont gardé une part d'électorat populaire. Et quand on prend l'exemple portugais, c'est très clair, parce que le Parti socialiste portugais, s'il a pu gagner les élections tout seul, c'est à la fois parce qu'il a maintenu ce qui était autrefois notre formule, c'est-à-dire une partie des classes moyennes, une partie des classes populaires, quoi. Et et c'est vrai dans les partis scandinaves, et même le SPD qui avait beaucoup décliné, a toujours eu à garder une part de base populaire. Donc, ça veut dire à qui on s'adresse, je crois que tu as raison aussi, c'est une question qu'il faut se poser très clairement. Et à qui on s'adresse, il faut s'adresser, il faut sortir. Et là, la tâche est très difficile, je le reconnais, compte tenu des années passées, mais on peut pas rester simplement avec un électorat de classe moyenne, urbaine, éduquée. Ça, c'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, et d'ailleurs on le voit bien, parce que il n'y a pas de rayonnement national. Donc c'est à partir de là qu'il faut, et je suis d'accord avec ce que tu suggérais, c'est-à-dire qu'il faut pas rester dans trop de flou, il faut pas non plus faire un catalogue de mesures ciblées sous-catégorie par sous-catégorie, ça ne parle à personne. Donc il faut un certain nombre de mesures fortes qui permettent de reconstituer un type d'alliance, disons, sociale qui puisse
nous sortir simplement des grands centres urbains ou d'une forme de ruralité qui est évidemment déclinante de ce point de vue. Et c'est pour ça que je prenais quelques exemples, mais on peut le redire. Si on mène bataille, par exemple, alors c'est pas facile, mais pour prendre cette expression, pour un capitalisme de codécision. C'est-à-dire que si on remet au centre un peu de notre discours la question de l'entreprise, ce n'est pas rien. Et si on, par exemple, en termes d'éducation, que tu connais 1000 fois mieux que moi, si on prend au sérieux la question de la mixité sociale, à la fois dans l'éducation, dans le logement, bon, là, on a des choses un peu fortes qui amènent des choix, parce que ça c'est clair, mais qui peuvent parler. Donc moi je pense qu'il faut restructurer évidemment un programme, non pas simplement à partir de réflexions idéologiques, théoriques, mais en sachant à qui ça peut parler, à qui on peut s'adresser. Et si on prend par exemple la transition écologique, bon, il y a des choses à dire, on le disait tout à l'heure, sur la part de la science, de la technologie, sur la part de la fiscalité, mais là, il faut sortir des petites mesures, et c'est là qu'il faut un effort de solidarité nationale par rapport, et on voit bien que c'est dans le débat aujourd'hui, par rapport à toutes les catégories qui sont plus pauvres, plus en difficulté, qui n'ont pas les moyens de faire face à cette transition, au coût de l'énergie, etc. Et là, il faut sortir des mesurettes, il faut un effort de solidarité nationale, c'est une cause nationale. Donc, je crois que c'est pas tout à fait impossible de sortir d'un ghetto électoral qui est maintenant bien resserré de ce point de vue, si on réfléchit aussi, quand on fait un programme un peu structuré, en termes, tu as raison, en termes aussi sociologiques, c'est-à-dire à qui on s'adresse et à qui des mesures peuvent dire quelque chose, quoi, de ce point de vue-là. Mais pour ça, il en faut pas 150, il en faut une dizaine forte et qui s'articule à une logique politique, et voilà. Et bon, alors je sais pas si ça peut marcher, je suis comme vous, là on est dans une nouvelle période, donc on essaye de réfléchir, etc. Mais bon, j'ai quand même encore quelques convictions. Et Marc Deluzet maintenant pour une question. Oui, bonjour Alain. Bonjour. Donc effectivement, je partage ce que tu dis, qu'il faut de la clarté sur l'économie de marché, sur un certain nombre de sujets. Il me semble aussi que cette clarté-là, elle peut pas aller sans un projet sur le terrain démocratique. Alors, tu as listé un certain nombre de choses sur une dose de proportionnel, sur ce que tu viens de dire là en réponse à François Dubé, mais il me semble que ce qui manque aujourd'hui, c'est un projet, par exemple, sur l'école, il n'y a pas qu'une question de moyens, il y a une question de qu'est-ce qu'on vise comme objectif, est-ce qu'on vise uniquement les résultats dans les standards internationaux ou est-ce qu'on vise à répondre à des questions sans chercher à ce que l'égalité des chances, enfin à donner un autre sens à l'égalité des chances que l'excellence méritocratique, quoi. Et donc, comment il y a un équilibre entre le social et l'aspect démocratique. Moi, il me semble que il y a davantage à faire sur le terrain démocratique et pas seulement sur purement le terrain social. Et dans ce contexte-là, tu n'as pas du tout parlé non plus de la dimension internationale au sens extra-européen. Parce qu'une grande partie des milieux populaires aujourd'hui, ils viennent d'ailleurs. Et donc l'électorat aujourd'hui qui reste au Parti socialiste, effectivement, il est très concentré sur les classes moyennes. Comment avoir en fait un projet démocratique, pas seulement à l'échelle du pays, mais y compris à l'échelle mondiale, parce que la social-démocratie, elle n'a jamais été aussi forte que quand elle avait un modèle qui était aussi un modèle international. Or aujourd'hui, on est resserré sur un champ uniquement français, européen aussi, mais pas dans l'Europe en dialogue avec le monde. Oui, écoute,
j'ai envie de te dire à la fois oui et non, quoi. Ça, c'est mon côté macronien. Oui et non. Non, parce que quand tu dis la social-démocratie n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle avait un projet international, bon, là, c'est de l'apparence. Parce qu'elle a été forte, justement, lorsqu'elle a pu constituer des compromis nationaux. Le moment de force, vraiment de très grande force de la social-démocratie, c'était les compromis nationaux. Alors, bien sûr, avec un discours international, mais c'était la réalité politique, elle était nationale. Donc, et c'est d'ailleurs à cause, en partie, hein, c'est une des causes, il n'y en a pas que ça, mais à cause de la mondialisation, des interdépendances, etc., que tout ça a déstabilisé un peu les politiques social-démocrates traditionnelles, celles des années 50, 60, 70, et ça explique une partie des difficultés. Donc, donc il faut un peu relativiser cette vision un peu irénique du passé de la social-démocratie de ce point de vue. Et puis, l'autre question qui n'est pas facile, mais j'ai pas, encore une fois, j'ai pas déroulé tout un programme, c'était pas ce qui m'était demandé, donc j'avais pas l'intention d'être exhaustif de ce point de vue. C'est évidemment sur les politiques qui sont là que j'ai laissé de côté, mais qui sont des vrais problèmes, qui sont dans les sociétés diversifiées qui sont les nôtres, on peut dire multiculturelles sans tomber dans l'anathème. De ce point de vue-là, c'est ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour l'intégration, quoi. C'est la vraie, il y a des efforts à mener, et on voit bien que là il y a des ambiguïtés, hein, parce que les choses ne sont pas simples. Quand on voit, alors c'est pas vrai dans tous les partis socialistes et sociodémocrates et européens, mais c'est vrai dans un certain nombre de partis nordiques. Ils ont beaucoup changé et ils ont beaucoup resserré. Et si on prend l'exemple du Danemark, leur politique migratoire qui est devenue maintenant assez dure, alors qu'elle ne l'était pas il y a 10-20 ans. Donc là, il y a aussi c'est une question difficile. Hein, c'est pas la plus simple du programme, je l'avoue, de ce point de vue, mais il faut évidemment que ça fasse partie des choses. Et je pense que pour notre part, il faudrait s'orienter. Là, la boussole est plus complexe, mais il faudrait s'orienter vers des meilleures politiques d'intégration, à la fois en termes sociaux, culturels, éducatifs, etc. Et puis aussi donc tenir bon le terrain, évidemment, d'une laïcité qui soit vraiment laïque, quoi, qui soit pas instrumentalisée contre l'immigration, et qui soit dans le droit fil de la loi de 1905. Là, il faut qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, quoi, qu'il y ait plus, qu'au moins que pour ça, il y ait plus de débat, et qu'on soit capable de contredire tous ceux qui veulent faire de la laïcité un instrument, dans le fond, de critique, dans le fond, de discrimination, de stigmatisation. Là, il faut qu'on soit d'une netteté totale sur ces questions-là. Donc, bien sûr, c'est un point important, mais il faut le faire sans irénisme, c'est-à-dire, comme je te le disais au début, quoi. Merci. Alors, il est 9h59. Est-ce que vous avez encore une minute pour prendre une dernière question? Faire un petit mot de conclusion. Ah, Nicole Azoulay. On va prendre la dernière question. Allez-y. Merci. Je fais vite. Donc, merci d'abord pour cette conférence très intéressante. C'est la première fois que j'y participe et je la trouve très intéressante. Je suis frappée par le fait que dans les échanges qu'il y a eu jusqu'à présent, il y a une dimension qui me semble manquer. Au-delà de l'idéologie et de la stratégie, c'est celle d'une vision du monde. Je pense que ce qui a caractérisé la social-démocratie, c'est de s'inscrire dans une vision du monde d'abord nationale, plutôt dans des contextes de croissance, de crise évidemment à partir des années 80. Et je crois qu'il faut donner une vision, construire, c'est plus facile à dire qu'à faire, une vision du monde au sens où qu'est-ce qu'une pensée social-démocrate peut dire sur les grandes questions que nous commençons et que nous allons affronter. Vous avez évoqué la transition énergétique.
Il y a évidemment la question des migrations. Il y a la question évidemment des inégalités sur lesquelles on serait peut-être plus solide, hein, plus facile d'y entrer. Et puis, de façon plus générale, il y a une question centrale, à mon sens, qui est celle de l'interdépendance des économies. Comment est-ce qu'on organise une politique ou comment est-ce qu'on repense les questions, alors évidemment, concrètement, de fiscalité, de tout ce qu'on veut, mais comment, dans un monde d'interdépendance, qui est quand même une des grandes difficultés que nous avons, une social-démocratie peut se bâtir. Voilà. Oui. Évidemment, juste pour finir, le niveau européen est central. Hein, je partage évidemment le point de vue que vous énoncez. Mais je crois que ce qui explique aussi la dimension peut-être du populisme, une des dimensions, c'est que depuis, en gros, la chute du mur de Berlin, une alternative des formes de capitalisme plus envisageable dans un monde d'aujourd'hui et pas dans un monde d'hier manque, et il y a peut-être des choses à réfléchir là-dedans. Voilà, pardon pour le caractère général de ma question. Non, je suis d'accord avec vous, et là je terminerai par un souvenir, parce que bon, j'étais assez proche de Michel Rocard là, pendant un certain nombre de décennies, et quand à Matignon, donc ça remonte assez loin, il disait souvent, et son cabinet était parfois un peu énervé, que la priorité c'était la bataille pour l'organisation de la planète. Et on avait dit entre nous, on parlait, il va encore nous parler de la BOP, donc la bataille pour l'organisation de la planète. Et c'était une vision assez juste, et même très juste. Et dans cette vision, c'est l'idée que, évidemment, si on veut véritablement avoir une action internationale, il faut défendre des règles, il faut défendre le droit, et il faut des organisations internationales qui marchent. Alors bon, ça reste un projet, une tâche, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les organisations internationales sont souvent paralysées, hein, voire l'ONU là aujourd'hui, bon, le Conseil de sécurité de l'ONU paralyse absolument tout, l'OMC ne fonctionne plus. On a vu que l'OMS c'était pas ça véritablement. Donc aujourd'hui, on est dans une phase, disons-le, par rapport à l'espoir qui pouvait être le nôtre pour des gens comme nous il y a un certain temps, on est dans une phase de régression. Et avoir une vision pour le monde aujourd'hui, je pense que c'est poursuivre le même objectif, la bataille pour l'organisation de la planète, c'est-à-dire pour des règles, pour des formes de gouvernance, mais là, manifestement, ce 21e siècle ne commence pas très bien, ne commence pas bien. Et on risque même d'avoir des affrontements, et on en a déjà, de blocs, de grandes puissances, etc. Donc, par rapport à cela, il faut maintenir l'objectif, il faut essayer de se battre pour le droit, pour la règle. Et encore une fois, moi, c'est ma conviction très profonde, quelles que soient les difficultés, l'Europe reste absolument un moyen et un levier décisif, quoi. Donc, et il faut y consacrer beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et je crois que c'est extrêmement important pour notre avenir commun. Et là-dessus, il n'y a pas beaucoup de concessions à faire à tous ceux qui veulent défaire l'Europe, parce que là, pour détourner une formule, défaire l'Europe, ça serait aussi défaire la France. Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là. Il est 10h05. Est-ce que vous souhaitez, Alain, faire un dernier mot de conclusion pour c'est toujours cette passionnante audition. C'est toujours agréable de discuter
Mais évidemment, on discute un peu, c'est un entre-soi, on discute un peu entre nous. Donc, la grosse difficulté, ça va être d'élargir et d'essayer de passer aux travaux pratiques là dans très peu de temps, quoi. Et ça sera plus difficile quand on quitte les cercles choisis. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Mais j'ai essayé comme je dirais, j'ai essayé d'être sincère avec vous parce que de toute façon, à l'âge où je suis maintenant, je pense qu'il faut être sincère parce que sinon, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Alain. C'était à la fois synthétique, clair, cohérent. On n'est pas forcément d'accord avec tout, évidemment. Non, mais c'est pas fait pour. Hein. C'est fait pour réfléchir. Stimulant, ça bouscule parfois des idées reçues, donc ça fait progresser la discussion. Merci à vous. Merci beaucoup. À une autre fois, vraisemblablement. Oui. Merci beaucoup. Oui, on l'espère. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.